Voilà, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents en nombre ici à Pessac et puis ainsi que dans les autres cinémas qui participent à l'Unipop Histoire de ville en ville. On est ravis d'accueillir ce soir une intervenante pour une nouvelle conférence. Cette conférence s'intitule « Face à Mariupol, 2 siècles de littérature russe ». Donc on est très heureux d'accueillir Cécile Vessier, que je demande de me rejoindre peut-être. Merci beaucoup à elle. Merci à vous. Merci à vous. Alors juste quelques mots de présentation pour présenter à la fois notre intervenante et puis la thématique de ce soir. Donc Cécile Vessier est bien sûr docteur en sciences politiques, mais aussi professeure en études russes, soviétiques et post-soviétiques à l'université de Rennes 2. Elle a beaucoup travaillé sur les rapports entre littérature et politique, entre culture et pouvoir. Elle a aussi beaucoup travaillé sur les dissidences en Union soviétique. Et puis, ce soir, on est bien sûr à quelques jours du triste anniversaire des 3 ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de Vladimir Poutine. Alors, on revient sur cette histoire et sur ce conflit dramatique, mais plus sous l'angle, finalement, de la culture, qui est un enjeu aussi extrêmement important, finalement, de cette guerre, des deux côtés. Un enjeu, bien sûr, pour le pouvoir de Vladimir Poutine, mais aussi un enjeu pour les Ukrainiens. Dès les premiers jours du conflit, bien sûr, des atrocités ont été commises par l'armée russe. Des monuments, des lieux de culture ont aussi été pris pour cible par cette même armée. Et puis, du côté ukrainien, on a bien sûr constaté que d'une certaine façon, la culture russe était désormais bannie. Des lois ont été votées pour cela. On s'est interrogé sur les racines de ce mal, finalement. Pourquoi les Russes avaient cette facilité dans la violence, etc. Et certains ont pointé aussi, peut-être, une origine culturelle via de grands auteurs, etc., qui pourrait expliquer, finalement, cette violence, ce nationalisme, et d'une certaine manière, cet impérialisme. Voilà. Donc c'est à cette interrogation qu'on vous convie ce soir avec Cécile Vessier, voilà, pour en savoir plus, et puis replonger aussi dans la culture et les grands auteurs de ce pays. Voilà. Donc je lui cède la parole, et puis on se retrouve tout à l'heure pour des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous d'être venus. Merci de m'avoir invité. Effectivement, on ne va pas parler du sujet le plus rose, mais je dirais l'actualité nous démontre qu'on doit en parler d'une manière ou d'une autre. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs séances qui étaient consacrées à cette thématique. Donc oui, la Russie a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022. Et rien ne justifiait cette agression, si ce n'est la volonté de s'emparer de terre, de s'emparer d'un pays. La Russie, dont j'enseigne la langue, la culture, l'histoire, a détruit et détruit chaque jour des maisons, des hôpitaux, des écoles, des centrales électriques, si bien que des Ukrainiens n'ont actuellement plus toujours l'électricité. De plus avoir l'électricité, ça veut dire vous l'élevez dans le noir, vous ne pouvez pas, en général, avoir de l'eau chaude, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre ordinateur, et quand vous voulez joindre vos amis ou vos contacts professionnels ukrainiens, ils vous disent il faut me rappeler, je vous rappelle plus tard parce que pour l'instant on n'a pas d'électricité, on n'a pas de quoi charger nos téléphones. La Russie détruit actuellement. Et comme elle l'a fait en Tchétchénie, donc la Tchétchénie, 2 guerres au cours des années 90 et au bout du compte quasiment jusqu'à maintenant, et 2000, Tchétchénie qui fait partie de la Russie, et comme elle l'a fait en Syrie, c'est une politique qui est consciemment menée de détruire, de faire un champ de ruines. Elle tue des civils, elle blesse et déporte en Russie des enfants qui sont ainsi arrachés à leur pays et à leur famille, qui sont complètement déculturés, d'après ce que l'on en sait. Elle contraint des millions de personnes à l'exil.
Et une des premières destructions marquantes depuis le début de la guerre, c'est pas la seule, c'est pas la dernière, mais en tout cas ça a été marquant, a eu lieu le 16 mars 2022. Les forces russes ont bombardé et détruit le théâtre de la ville ukrainienne de Mariupol, alors que 2 messages visibles du ciel indiquaient que des enfants y avaient trouvé refuge. Vous voyez ce mot, dieti, ça veut dire enfant. Donc on le voyait du ciel, on ne pouvait pas ignorer qu'il y avait des enfants à l'intérieur. Ça a été bombardé alors que des centaines de personnes, surtout des femmes et des enfants, y avaient trouvé refuge et ont donc été tués dans ces bombardements. Quelques mois plus tard, les Russes, qui occupent toujours la ville de Mariupol, ont dressé autour des ruines de ce théâtre détruit des bâches sur lesquelles figurent les portraits de 3 des plus célèbres auteurs russophones du 19e. Vous voyez sur ces bâches Pouchkine, Tolstoï, Léon, et Gogol, dont si les Ukrainiens veulent dire qu'il est à moitié ukrainien, ça marche aussi. Il est ukrainien de l'Empire, et il a écrit en russe. Et elles ont rajouté un 4e portrait qui est celui du poète ukrainien. On ne le voit pas, il est sur la droite de Gogol. Le poète ukrainien Taras Shevchenko, qui toute sa vie au 19e a lutté contre l'impérialisme russe et contre l'imposition de la culture russe par les Russes. Certains Ukrainiens, donc vous voyez les bâches ici autour de ce théâtre en ruine, certains Ukrainiens, et ici j'ai mis un post d'Irina Tsilik, qui est une jeune réalisatrice extrêmement douée, c'est elle qui a fait La Terre est ronde comme une orange, ce film qui est vraiment absolument magnifique. Et ils ont dit voir en fait, dans le fait de mettre ces portraits d'hommes de lettres autour d'un théâtre détruit, ils ont dit voir dans ce cynisme et cette cruauté toute l'essence de la culture russe. Et effectivement, dans ce contexte de destruction que rien n'explique, si ce n'est encore une fois une volonté de conquête et de pouvoir, on a vu depuis le tout début de la guerre des Ukrainiens qui sont tous bilingues. Hein. Si on vous a raconté des histoires sur le fait que les russophones étaient persécutés en Ukraine, ce sont des histoires. C'est de la propagande plus exactement. Et ils ont rendu responsable de l'agression la culture russe. Vous voyez, donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui a beaucoup circulé. Et pour eux, la culture russe se symbolise essentiellement par le ballet et par la littérature. Et quand on voit cette ballerine sur fond de destruction, c'est exactement ça. Pour eux, la culture russe, c'est ce qui cause ces destructions. Et donc, le ballet était mis en cause, ou, disait-il avec ironie, la grande culture, la grande littérature russe. Et c'est vrai que les Russes ont tendance à parler de grande littérature russe. Et nous-mêmes, chez les slavistes, on doit réfléchir, c'est quoi une grande littérature ? Oui, je vais dire la grande. Est-ce que je vais dire la grande littérature française ? Non. Parce que si vous sous-entendez, si vous dites qu'il y a une grande littérature, ça veut dire qu'il y a des petites. Il y en a qui n'ont pas l'importance. Et donc, on a vu fleurir ce genre d'affiches. Vous voyez, attention, la culture russe sponsorise la guerre. On a vu d'autres choses, il n'y a pas de culture russe. Alors vous remarquerez, c'est en anglais, pour justement viser le public occidental. Il y a une culture terroriste. Et ici, donc, Rassia, où vous avez les 2 S de Russie, qui sont transformés en symboles nazis sur le visage de Pouchkine, dont les yeux pleurent. Cancel Russian culture, annuler la culture russe. Alors ça fait référence à un tableau très connu. Et ceux qui tirent ce poids, ce sont des écrivains russes. Sous-entendu, ce sont tous des esclaves. Ils n'ont rien à nous apprendre. Poutine a forcé les Ukrainiens à voir la culture russe comme une arme de guerre. Et le 1er mars 2022, donc vous voyez une semaine après le début de la guerre, l'Institut ukrainien du livre, l'équivalent du CNL,
a exigé un boycott total et mondial des livres russes, en disant, je le cite, « La propagande russe est imbriquée dans de nombreux livres, ce qui fait d'eux des armes et un prétexte pour cette guerre. » De manière moins officielle, on a lu, toujours sur les réseaux sociaux, des cris de douleur dont on ne peut pas remettre en cause, je dirais, l'authenticité, même si on peut ne pas être d'accord avec eux. Je vous cite celui de cette jeune femme ukrainienne qui a écrit « Après les effroyables massacres de Boutcha et d'Irpin, ce sont des massacres effroyables. L'armée russe est entrée et a tué tout le monde pour absolument aucune raison. À Boutcha, qui est une des banlieues de Kiev, tous les gens étaient souvent un peu des personnes âgées qui parlaient tous le russe, dont le russe était la langue d'usage. L'armée est arrivée, les a tués. Et cette jeune femme écrit « La culture russe n'existe plus. Littérature comme musique, comme cinéma sont les racines d'un peuple. Ils ont rasé leur culture comme ils sont en train de raser les villes ukrainiennes. Ils se sont déracinés. La Russie, c'est un cadavre qui se décompose et qui pue. » Une autre a lancé « Il n'y a plus de grande culture russe. Littérature, cinéma, peinture, théâtre et ballet. Il y a un pays de monstres, de maraudeurs, de violeurs, d'assassins. Des sauvages n'ont pas leur place dans le monde civilisé. » Alors, on peut être en désaccord, moi je le suis. Mais c'est un fait, des Russes tuent, violent, torturent, enlèvent, massacrent des civils en Ukraine. Et encore une fois, ils détruisent des villes entières. Alors, ce rejet de la culture russe est effectivement une réaction à ces ravages, à ces crimes de guerre qui seront un jour jugés, je vous l'assure. Mais lorsque les troupes russes se sont emparées de territoires ukrainiens, elles ont aussi détruit des livres en ukrainien. C'est-à-dire qu'on voit des bibliothèques de campagne, des bibliothèques d'école, dont tous les livres en ukrainien ont été détruits, ont été brûlés. Elles ont détruit des lieux de culture. Par exemple, elles ont sciemment détruit le musée d'une peintre, Maria Primachenko, qui faisait, vous savez, ces dessins un peu naïfs de fleurs très colorées, très ancrés dans les traditions populaires. Ils ont détruit son musée. Ils ont détruit sciemment le musée d'un philosophe absolument merveilleux, Grigory Skavaroda. Il y a une bombe qui est tombée exactement dessus. Ils voulaient détruire ce musée. Les troupes russes ont également volé des biens culturels, dont leur site du musée de Melitopol. Site, c'est les premiers occupants, en fait, des nomades qui vivaient dans la steppe, et qui ont fait des bijoux anciens absolument formidables en or. Ils ont vandalisé des monuments, criblant de balles, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, à Borodianko, près de Kiev, la statue de Taras Shevchenko. Il y a quelqu'un qui a visé la statue de Taras Shevchenko pour lui mettre 2 balles dans le crâne. Et Taras Shevchenko donc, est un des classiques ukrainiens, l'un de ceux représentés sur les bâches du théâtre. À l'inverse, pour marquer leur territoire, les troupes russes ont accroché des affiches représentant Alexandre Pouchkine. Elles les ont accrochées à Kherson, une ville qui a été occupée, désoccupée, qui est à moitié occupée, à moitié ukrainienne, et où il y a je ne peux même pas dire qu'il y a des combats. Les Russes, depuis le ciel, visent sciemment des civils et tuent sciemment des civils à Kherson. Or là, ils ont affiché une citation d'Alexandre Pouchkine qui décrit la ville comme une partie de l'Empire russe et qui donne ainsi l'impression qu'il justifie, depuis le début du XIXe, les monstruosités de 2022-2023. C'est pourquoi l'écrivain ukrainien russophone Andrei Kourkov, qui de plus en plus d'ailleurs communique en ukrainien, a lancé « Aujourd'hui, Pouchkine et Poutine ». Ce qui est quelque chose avec lequel, encore une fois, je ne suis pas d'accord, mais auquel il faut réfléchir.
Et donc, réfléchir en particulier quand vous enseignez la littérature russe à des jeunes. C'est-à-dire que pour moi, de tels appels ont été une surprise et un choc. Oui, il y a des éléments d'impérialisme dans la culture classique russe, mais je dirais comme dans la culture française ou dans la culture britannique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est aussi lié à l'époque. Il y a des éléments de sexisme, mais je ne rentre pas dans le débat, c'est un vaste débat, vous savez qu'il a lieu actuellement. Je ne pense pas, personnellement, qu'on puisse juger des auteurs du 19e, voire même des auteurs, je vais vous dire, du début du 20e, voire même, et là je parle de la France, des auteurs des années 60-70, avec le regard que nous avons en 2025. C'est un vaste débat, et je pourrais multiplier les exemples, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Oui, si vous regardez Pouchkine, vous allez dire, ah ben, la place de la femme n'est pas celle qu'elle a maintenant. Ah ben non, ben c'est sûr, mais je dirais, lisez les classiques français et vous verrez les mêmes différences. Pour moi, la littérature russe, c'est ce qui m'a nourri depuis mon enfance, à côté d'autres littératures, et notamment de la littérature française. Mais c'est aussi ce que m'en disait la dissidente Larissa Bogoraz. Alors Larissa Bogoraz, c'est, vous vous souvenez peut-être, quand en août 1968, l'Union soviétique a envoyé les troupes du pacte de Varsovie pour écraser le printemps de Prague. Donc, les troupes sont entrées en Tchécoslovaquie. Et vous avez 7 personnes, ou 8, qui sont sorties sur la place rouge 3 jours plus tard pour manifester leur opposition, en sachant que les troupes n'allaient pas être retirées, mais qu'elles voulaient que les Tchécoslovaques sachent que tous les soviétiques n'étaient pas d'accord. Parmi ces 7 personnes, il y avait Larissa Bogoraz, avec laquelle j'ai écrit un livre en 1999-2000. Et en fait, elle a eu toute une vie, surtout après 68, de défense des droits de l'homme, de défense, de défense des personnes opprimées. Et en fait, je relisais ce livre récemment, de dénonciation justement de cet impérialisme soviétique qui consistait à imposer sa loi partout et que peut-être on n'a pas tellement vu en Occident. Et elle me disait, les dissidents de Russie n'ont pas, contrairement à ce que beaucoup prétendent, emprunté l'idée des droits de l'homme en Occident. D'où elle vient cette idée des droits humains, cette idée que chaque personne a des droits, le droit à la liberté de parole, le droit à la liberté religieuse, le droit à l'expression. D'où vient-elle en Russie soviétique, dans un pays où les gens n'ont même pas le droit, je dirais, d'aller passer 15 jours en vacances en France s'ils le souhaitent. Et elle dit non, cette idée ne nous venait pas de l'Occident, dont nous étions justement presque entièrement coupés. Je la cite. Sans doute nous venait-elle de la littérature russe classique, qui véhiculait jusqu'à nous les valeurs humanistes du passé. Notre intelligentsia lisait Pouchkine et Tolstoï, et c'est ce qui l'a empêché de s'effondrer complètement. Alors vous voyez d'un côté Pouchkine, celui qui justifierait Poutine, de l'autre Pouchkine, Tolstoï, ceux qui ont transmis des valeurs européennes, des valeurs de droits de l'homme, des valeurs humanistes, à une intelligentsia et à une société russe, soviétique, qui avait été détruite par les purges des années 20, des années 30, des années 40. J'avais aussi en tête un autre exemple, c'est l'exemple de Yevgenia Ginsburg, qui est une historienne universitaire, communiste absolument convaincue, qui enseignait à l'université de Kazan, si je me souviens bien, en 1937, lorsqu'elle a été arrêtée dans le cadre des purges. Pour rien, absolument pour rien. Et elle est condamnée, dans un premier temps, à 10 ans de détention en isolement complet, toute seule dans une cellule. Que faisait-elle ? Elle a écrit des très très beaux souvenirs sous le ciel de la Colima. Et que faisait-elle toute seule dans sa cellule ? En fait, elle n'est pas restée toute seule parce qu'il y avait tellement de purges qu'on lui avait vite mis des gens comme voisins. Elle se répétait des poèmes qu'elle avait appris pour, je dirais, garder raison, pour tenir le coup. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprendre des poèmes par cœur en me disant, on ne sait jamais, ça peut servir. Et donc, si vous voulez, l'image ne collait pas. Et par ailleurs, je suis absolument convaincue que la littérature
et ce qui nous permet de comprendre ce qu'est la Russie et ce que sont les Russes. Quand on vous dit la Russie, c'est une énigme entourée d'un secret, c'est pas vrai. La Russie peut se comprendre. Les Russes qui ne sont pas uniformes, qui sont différents, comme le prouve aussi cette guerre, peuvent tout à fait se comprendre, et notamment par leur littérature. Pourquoi ? Parce que la Russie est une nation littéraire centrée autour de sa littérature, dont le rapport à la littérature a toujours été intense et révélateur, même quand 90% des Russes ne savaient pas lire, ce qui était le cas avant la Révolution. En effet, comme le disait Alexandre Gertsen, qui a été un grand écrivain qui a passé la moitié de sa vie dans l'émigration lui aussi, ce qui ne peut pas s'exprimer dans le champ politique ou social, parce qu'il y a de la censure, parce qu'il y a des interdictions, s'exprime dans la littérature, est exprimé dans la littérature. Et donc, très franchement, les clés pour comprendre la Russie, elles sont là. Elles ne sont pas que là, mais elles sont notamment là. Et donc, mon livre n'est pas essentiellement un livre d'analyse littéraire, ni même d'histoire littéraire, alors que c'est ça mon domaine. C'est aussi, voire surtout, une approche politique, psychologique, sociologique et géopolitique d'un pays que certains disent, et certains Russes disent, littératuro-centrique, ce que traduisent aussi, à mon sens, les attaques ukrainiennes. N'espérez pas y trouver des définitions de l'âme russe, il n'y a pas d'âme russe. Ça n'existe pas, l'âme russe. Il y a des identités russes qui s'additionnent et se conjuguent. L'âme russe, vous laissez tomber. Il y a des altérités qui peuvent, là encore, se saisir et se comprendre grâce à la littérature. Alors, une première chose, c'est qu'il n'y a pas une, il y a des littératures russes. Alors, je vais être d'abord très simple, c'est-à-dire je vais prendre vraiment la littérature russe, pas celle de l'Empire russe, où vous avez des littératures ukrainiennes, des littératures géorgiennes, des littératures tchétchènes au sein même de la Russie. Non, je vais prendre juste la littérature russe écrite en russe. Il y a déjà suffisamment de conflits. Et déjà, la première chose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des différences absolument fondamentales entre la littérature du 19e et celle du 20e. Regardez ceux qui ont mis les bâches autour du théâtre de Mariupol. Il n'y a aucun auteur du 20e siècle. C'est parlant. On verra pourquoi. En fait, il y a une absolue rupture dans la littérature russe entre le 19e et le 20e, ce qui n'existe pas, par exemple, chez nous en France, où il y a des évolutions qui se font relativement en douceur. Alors, cette littérature russe, elle naît avec qui ? Elle naît avec Pouchkine. C'est-à-dire qu'elle naît au début du 19e. Vous avez 2 siècles et 25 ans de littérature russe. Si vous cherchez l'équivalent de Ronsard et du Bellay, il n'y a pas. Si vous cherchez l'équivalent de Molière, Corneille, Racine, il n'y a pas. Si vous cherchez Voltaire et Diderot, oui, vous les trouverez en correspondance avec Catherine II. Mais grosso modo, il n'y a quasiment pas d'équivalent en Russie. La littérature russe, elle commence avec Pouchkine. Et là, on se dit quoi ? On se dit, bon, oui, il y a un retard de la Russie sur l'Occident. Vous trouverez ça d'ailleurs chez de nombreux auteurs russes qui vous diront, je pense à Tchekhov par exemple, ou à d'autres, il y a 300 ans d'écart, il y a 300 ans de retard, il y a une temporalité en tout cas qui est différente. Pouchkine, déjà au 19e, va être appelé par les Russes Nachevsio, quelque chose qui est intraduisible. Littéralement, ça veut dire notre tout, c'est-à-dire celui qui nous incarne, celui qui nous résume. Comprenez pourquoi les Ukrainiens ne veulent plus le voir ? C'est pas à cause tellement de ce qu'il écrit, c'est parce qu'il a créé ce qu'il y a peut-être de mieux en Russie, c'est-à-dire la littérature, et parce que quelque part, il incarne la Russie, et je peux vous assurer que ce n'est pas la Russie de Poutine, vous allez voir au fil du temps. Mais en tout cas, c'est lui dont les statues sont presque systématiquement abattues en Ukraine. Pour les raisons que je viens de vous dire, parce qu'il est le créateur de cette littérature, parce qu'il incarne cette autre Russie, à mon sens, et bien davantage que parce qu'il est soi-disant impérialiste, encore une fois, il n'est pas plus que bien d'autres à l'étranger. Et donc cette littérature apparue tardivement va se développer, en fait, extrêmement rapidement, comme c'est souvent le cas en Russie où il y a un retard énorme,
Et puis une explosion extrêmement rapide, avec des styles différents, avec des auteurs différents, et des approches différentes. C'est-à-dire qu'entre un Tchekhov et un Dostoïevski, il n'y a grosso modo rien à voir, si ce n'est qu'ils ont vécu au XIXe siècle tous les deux. Et cette littérature, contrairement à celle du XXe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose des questions éternelles. Alors ça, tous les Russes connaissent l'expression « Vietchnie ruskie vaprosi », les éternelles questions russes. Ces questions hantent littéralement la littérature russe du XIXe, mais elles sont de nouveau, moi je suis presque stupéfaite, ce sont de nouveau les questions qui sont au cœur du rapport aux Russes, à la Russie, au pouvoir russe au XXIe siècle, comme si rien n'avait été réglé au XXe et que rien ne pouvait l'être. Première question, qui est coupable? Kto vinovat? C'est le titre d'un livre de ce Herzen dont je vous parlais, 1846. Et en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette question sans réponse? C'est le sens de la responsabilité individuelle et collective. J'entends ça en permanence dans la diaspora russe. Qui est coupable de la guerre? Qui est coupable que Poutine soit arrivé au pouvoir et se maintienne? Quelle est notre responsabilité? Vous avez des gens qui vous disent non, nous ne sommes responsables en rien. Vous avez des gens qui disent si, nous sommes responsables absolument de tout. Et au bout du compte, c'est toujours la même question. Mais qui est coupable? Deuxième question qui fait écho. Que faire? Что делать? Et vous avez, ça renvoie à un roman que vous n'avez pas lu, mais qui a enthousiasmé la Russie au XIXe, qui est très ennuyeux à mon sens. Celui de Nikolai Tchernyshevsky. Et vous avez surtout le texte de Lénine, Что делать, en 1902. Et lui, Lénine, par contre, donc, qui venait de l'intelligentsia russe, lui, il apporte des réponses. Et des réponses très claires. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que le peuple soit de notre côté. Il faut prendre le pouvoir avec quelques révolutionnaires. Et ensuite, quand on aura le pouvoir, on éduquera le peuple. Et ensuite, le peuple nous aimera. Donc, on ne lui demande pas son avis. C'est-à-dire que dès 1902, vous voyez ça et vous vous dites, vous avez eu pendant un siècle des questions, que faire, on ne sait pas, on se demande, etc. Pensez à toutes les pièces de Tchekhov, pensez à tous les monologues interminables de Dostoïevski, de gens merveilleux qui se demandent en permanence ce qu'il faut faire et comment vivre dans ce monde. Et puis vous avez Lénine qui arrive et qui dit, moi je vous dis, il faut prendre le pouvoir. Et on ne demande pas aux gens s'ils sont d'accord ou pas. Et plus généralement, des questions, alors qui sont moins figées, qui tournent autour de l'identité. Qui sommes-nous dans cet empire? Où sommes-nous? Qui est qui, avec des magnifiques histoires d'imposteurs, par exemple, de gens qui prennent le rôle de l'un, l'identité de l'autre. Pour qui nous prend-on? Et je veux dire, si je pousse un peu, vous savez, ça va pas. Je peux vous amener de cette manière à la phrase de Poutine selon laquelle la Russie n'a pas de frontières. C'est-à-dire, c'est quoi la Russie? Où s'arrête-t-elle? Où commence-t-elle? Et qui sont les Russes? Donc cette littérature du XIXe est une littérature des interrogations, des réflexions éthiques, des affres morales. Que faire devant l'injustice sociale, devant ses propres peuples, ses pulsions, son incapacité à agir? Et je pense que c'est cette dimension éthique qui est l'une des raisons du succès mondial de cette littérature. On n'y va pas pour trouver des méthodes sur comment vivre, mais on y va aussi pour trouver des échos sur les interrogations que nous nous posons chacun. Mais c'est sûr que ce n'est pas une littérature de l'action, même s'il y a Pouchkine. Pouchkine était un actif, là c'est sûr, mais c'est la littérature d'Oblomov. Oblomov, qu'on ne connaît pas tellement en France, c'est qui? C'est un personnage absolument merveilleux qui passe sa vie sur son canapé à dormir, à rêver de son enfance, à manger. Pensez au film, peut-être que vous avez vu, de Nikita Mikhalkov. Et au bout du compte, l'auteur de ce roman nous dit, mais finalement, c'est très bien d'être comme ça et de ne pas se précipiter dans l'action comme l'ami d'Oblomov, Stolz, qui est un nom allemand, qui lui est actif, fait du business, séduit les femmes. Je dis non, peut-être que nous, notre identité russe, c'est cette passivité, entre guillemets, orientale, si on suit les stéréotypes. Alors vous avez des thématiques absolument éclairantes qui parcourent cette littérature du XIXe, malgré toutes les différences. Vous avez le rapport entre la Russie et l'Europe. Et c'est toujours une question, c'est quel est notre rapport à l'Europe?
Alors vous avez des auteurs qui parlent tous des langues, presque tous des langues occidentales, qui voyagent en Occident, qui vont en France, qui vont en Allemagne, qui ne cessent de s'interroger sur leur identité et le lien de leur identité avec l'identité européenne. Regardez dans toutes les œuvres le nombre de personnages qui viennent d'Occident ou qui repartent. Vous en avez presque dans toutes les œuvres de Tourguenieff. Les romans de Tourguenieff, ça se passe dans la campagne russe. Lui vivait pour l'essentiel à côté de Paris. Et tous ces personnages sont des gens qui étaient à Paris, qui reviennent à la campagne russe et qui se disent « c'est quoi être russe ?» d'une manière, je dirais, plus ou moins éthérée. Vous trouvez ça chez Dostoïevski. Regardez ces démons. Ils viennent d'où, ces démons? De Suisse, comme Lénine, quelques années plus tard. Regardez chez Tchekhov, la cerisée. Oui, elle veut vendre sa cerisée. Elle vient d'Occident et ensuite elle y repart. Donc oui, la nostalgie de la maison familiale, mais c'est pour mieux repartir. Comparé avec la littérature française, vous n'avez rien de tel. D'accord, vous avez la comtesse de Ségur et le général Dorokhine, mais je veux dire, vous n'avez absolument pas de... vous avez un intérêt pour la Russie, vous avez Jules Verne et Michel Strogoff, mais vous n'avez absolument pas cette obsession pour la Russie. Dans la littérature russe du 19e, vous avez une obsession pour le monde occidental. Dans cette littérature russe, vous avez une autre spécificité au 19e, c'est que le peuple est absent. C'est-à-dire que la Russie, à l'époque, l'Empire russe, compte 90% de paysans. Il n'y a pratiquement aucun personnage de premier plan, personnage actif, dans la littérature de cette époque. Vous pouvez chercher, si vous trouvez, vous me dites. Même dans les récits d'un chasseur de Tourguenieff, où justement on vous parle disons, du peuple, un ensemble de récits dont on dit qu'ils ont poussé l'empereur à abolir le servage, donc la littérature a un impact politique, c'est un noble qui parle pour les paysans qu'il rencontre, qu'il décrit, qu'il raconte. Je n'ai trouvé qu'un seul texte dont le personnage principal soit un paysan attachant, même si c'est un paysan qui a été éloigné de force de son village. Et ce texte, c'est un texte de Tourguenieff qui s'appelle Moumou, que personne en France ne connaît, qui a fait pleurer toutes les générations de Russes à l'école. C'est une petite nouvelle, lisez-la, tous les enfants russes connaissent ça. Sauf que le titre, c'est le nom du chien, c'est même pas le nom du paysan. C'est un paysan qui a un chien, il aime son chien. Ben voilà, Moumou. Et le paysan, ce bon géant positif, il est muet. Il n'a pas de voix. Il ne peut pas parler. Et il est muet comme, d'après ce que nous dit Pouchkine, le peuple à la fin de sa pièce Boris Godunov. Cherchez le peuple. Il n'existe pas en tant que personnage actif. Et en revanche, ce peuple, on en parle tout le temps. Donc vous avez l'impression qu'il est présent. On en parle tout le temps. Il est tout le temps question du peuple russe dans les œuvres de la littérature du 19e. Mais ça n'est jamais lui qui parle de lui. Ou quasiment, vous avez un petit personnage, de temps en temps, un paysan qui apparaît, qui dit quelque chose, qui s'en va tout aussi vite. C'est tout. Mais vous avez des nobles, vous avez des gens de l'intelligentsia qui vont constamment évoquer le peuple russe, notamment en se lançant des accusations, en disant « mais toi, tu ne connais pas le peuple russe ». Allez relire les démons de Dostoïevski. C'est en permanence ça. Vous avez ces nobles révolutionnaires, ils veulent changer la Russie, ils veulent faire la révolution. Aucun ne connaît le peuple et ils se reprochent tous les uns les autres « tu ne connais pas le peuple, tu ne connais pas la Russie ». Si vous voulez, il y a une sorte d'altérité, il n'y a pas une assertion, il n'y a pas une société. Vous avez un problème qui est, à mon sens, le problème fondamental. Et au bout du compte, sait-on qui est ce peuple russe, qui est un mot que je n'utilise d'ailleurs jamais, ce qu'il pense, non. Alors il y a d'autres archétypes. Voilà, ça c'est représentation de la littérature classique russe. Alors en bas, stradanie, la souffrance. Il faut que ça souffre. Hein. Pas d'amour heureuse, pas de vie épanouie, il faut que ça souffre. Et vous avez trois types de personnages. Donc c'est les petits, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, les petits éléphants là sur la tortue.
Vous avez ce qu'on appelle le malinki человек, l'homme de peu, l'homme de rien, le petit homme, qui n'est jamais un paysan, c'est plutôt un petit employé. C'est quelqu'un comme Yevgeny dans Le Chevalier de bronze de Pouchkine, Akaky Akakievitch dans Le manteau de Gogol. C'est un petit employé qui travaille, il fait des lignes, il recopie, il n'a pas un sou, il a quelques rêves et tous ses rêves vont s'écrouler. Ce ne sont pas des paysans. Face à lui, vous avez qui? Vous avez le lishny человек, l'homme en trop. C'est celui qui ne sait pas trouver sa place dans le monde. C'est celui qui a un spleen éternel, je ne sais pas qui je suis, souvent un noble, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas comment être heureux, je ne sais pas comment vivre. Là encore, vous regardez Eugène Onéguine, vous regardez dans Tourguenieff, vous en trouverez tant que vous voudrez. Et puis vous avez le nowy человек, qui lui va perdurer au XXe siècle, l'homme nouveau, qui voudrait changer les choses. Alors, on a comme ça des thématiques qu'on revoit en permanence. Le rapport au père, les parricides. Dans Les Frères Karamazov, je crois que c'est le juge ou l'avocat qui dit « Tout le monde a envie de tuer son père ». Peut-être, mais en tout cas, je veux dire, c'est un roman qui tourne autour du meurtre du père. Le père, c'est quoi? Le père, c'est la loi. Pour la psychanalyse, le père, c'est la transmission. On a partout des meurtres de père et des meurtres d'enfants, c'est le corollaire. Des figures paternelles qui tuent les enfants dont elles ont la charge. Lisez Boris Godunov. Vous avez donc une transmission qui est rompue, qui est problématique, qui est difficile, qui ne se fait pas, donc des flous identitaires. Flou identitaire renforcé, on ne sait pas où se situer entre l'Est et l'Ouest. On est où? On est qui? Et la société est divisée, les gens instruits sont obsédés par ce peuple qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne font plus partie. Ça ne fait pas une société. Vous avez donc une littérature qui est très souvent imprégnée de... pas de religion, ça serait mais en tout cas d'une éducation religieuse et d'une recherche de spiritualité aussi. Littérature sur le péché, sur le combat entre le bien et le mal, ça c'est partout chez Dostoïevski. Est-ce qu'on a le droit de tuer deux vieilles sans le moindre intérêt parce qu'avec leur argent, on va aider des gens qui sont très bien et faire quelque chose de positif? Est-ce qu'on peut? Et il nous dit, au bout de 500 pages, non. Et si vous voulez, dans chaque roman de Dostoïevski, vous regarderez, il y a un meurtre. Et la question de est-ce qu'on peut tuer son père, est-ce qu'on peut tuer ses vieilles, est-ce qu'on peut tuer la femme que l'on aime et qui nous échappe, etc. Et vous avez le corollaire, c'est-à-dire la rédemption. Est-ce que si vous avez tué, vous pouvez vous racheter, vous pouvez être racheté? Et chez Tolstoï, chez Dostoïevski, qui se pose particulièrement ces questions, oui, vous pouvez toujours, et vous êtes sauvé par l'amour. Bon, ce qui, nous, on est un peu plus pragmatique, mais si vous allez à des manifestations actuellement de Russes, anti-Poutine, ils vont vous dire l'amour est plus fort que Poutine, l'amour est plus fort que la mort. On dit oui, mais bon, s'il faut avoir une pensée un peu politique peut-être. L'amour est plus fort que tout. Bon. Et vous avez une littérature de la violence, c'est-à-dire que la violence physique est dénoncée, mais elle est très présente, elle est montrée. Vous avez en permanence des femmes, des serviteurs qui se font battre jusqu'au sang, quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs dans la Comtesse de Ségur. Alors c'est une dénonciation, c'est la dénonciation de ces violences, mais c'est aussi une dénonciation des guerres, et là on en arrive à quelque chose qui moi m'intéresse, mon cher Tolstoï. Tolstoï, géant de la littérature russe, qui a dénoncé la guerre avec la plus grande énergie. Dénonciation de la violence révolutionnaire à venir, ça c'est Dostoïevski. Et dénonciation des bagnes, et une dénonciation là par contre très pragmatique, c'est-à-dire 3 des plus grands écrivains du 19e vont écrire sur les bagnes russes, qui étaient une aimable plaisanterie par rapport au goulag soviétique.
Vous avez Dostoïevski d'abord, avec ses notes de la Maison des Morts. Vous avez Tchekhov, qui va aller au bagne de Sakhaline et qui va dire « Regardez comme ça a changé depuis que Dostoïevski a écrit sur les bagnes ». C'est-à-dire, là encore, la littérature a un impact sur les politiques. Et Tolstoï, qui, dans Résurrection, va souligner la différence entre prisonniers politiques et prisonniers de droit commun et dénoncer les institutions russes qui permettent cette violence contre la société. Et là, on en arrive au XXe siècle. Et la littérature du XXe siècle, quand je vous dis ça n'a rien à voir en fait avec la littérature du XIXe, ça n'est pas une littérature des questions, c'est une littérature d'une réponse unique. Comment ça se passe? Alors on en revient à Lénine. C'est-à-dire que Lénine, non seulement a écrit Que faire, mais en 1905, donc avant d'avoir le pouvoir, il rédige un article qui s'appelle « L'organisation du parti et la littérature du parti », et il y affirme que, je cite, « La littérature ne saurait être une affaire individuelle, indépendante de la cause générale du prolétariat. Elle doit devenir une littérature de parti, c'est-à-dire être instrumentalisée par le parti, être au service de celui-ci. » Donc il n'est plus question dans vos chambrettes d'écrire, je dirais, des romans policiers, des poèmes d'amour. Ça, c'est bourgeois, ça ne sert à rien. Il faut, dit Lénine, mettre fin à, je cite, ce vieux principe russe, semi-oblomovien, celui qui est sur son canapé et qui dort, semi-mercantile, l'écrivain écrit quand ça lui chante et le lecteur lit s'il lui chante. Ça, pour Lénine, ça ne peut plus marcher. Ce qu'il faut, c'est écrire des textes qui vont, d'une part, avancer la cause de la Révolution, et d'autre part, qui vont permettre, alors ça sera surtout, je dirais, après 17, qui vont permettre de transformer ces Russes, qui ne valent pas grand-chose à ses yeux, en hommes soviétiques, en nouveaux hommes, qui, eux, sont à la fois le moyen de construire le communisme et le résultat de cette construction du communisme. C'est dit explicitement, ce n'est pas une extrapolation de ma part, c'est dit explicitement par Lénine et par tous ses successeurs jusque dans les années 80, la littérature doit être au service du parti pour transformer l'être humain. Donc c'est un outil politique, ce qui explique qu'elle soit dirigée par le parti, que le parti la dote très richement. On va créer des maisons de repos pour les écrivains, on va créer des immeubles pour les écrivains, et sanctionne aussi tout ce qui ne va pas. Vous avez un nombre incalculable d'écrivains qui vont être envoyés au goulag parce qu'ils ont l'idée biscornue de continuer à écrire comme on écrivait au XIXe siècle. Donc, si je vous cite par exemple Alexeï Tolstoï, donc il n'y a vraiment rien à voir avec son grand ancêtre, qu'on appelait le Comte Rouge, qui est quelqu'un qui a changé de loyauté en permanence, il disait « Les gens de lettres n'ont plus besoin de chercher la vérité comme au XIXe, la vérité a été trouvée », alors il se moquait, hein, c'était de l'ironie, et elle est conservée au bureau politique du parti. On a notre réponse unique. Il n'empêche que le parti bolchevique puis communiste soviétique va devoir avoir recours à la violence la plus extrême pour contraindre les auteurs à reprendre, à adopter, à diffuser, à appliquer cette réponse unique. Donc on va avoir des violences physiques, violences sur l'identité, il faut changer l'homme, donc changer l'écrivain. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner toute une série d'émigrations tant qu'ils pourront encore, c'est-à-dire jusqu'en 24. Après, en 24, le pays est fermé. Je vous cite des auteurs, Nina Berberova, par exemple, Marina Tsvetaeva, qui va revenir en Russie, enfin, en Union soviétique, où il sera tellement bien qu'elle se pendra, Khodasievitch, qui était un poète mari de Berberova, le grand prix Nobel Ivan Bounin, prix Nobel de 33 ou 34, et même des auteurs qui ensuite deviendront des auteurs officiels, comme Ehrenburg ou Gorky, qui ont émigré, et pas seulement sous le tsarisme, également pendant la période soviétique. Et puis d'autres restent pour des raisons diverses. Je pense des fois parce qu'ils ne peuvent pas partir, je pense à Bulgakov, des fois parce qu'ils ne veulent pas, je pense à Akhmatova,
Et ils vont, selon les cas, s'adapter, essayer de survivre, essayer de transmettre, et très souvent être persécutés. Alors certains vont dénoncer, dès le début des années 20, ce qui est en train de se passer en Union soviétique, c'est-à-dire cette volonté de transformer l'être humain. Et là, je vous cite deux auteurs à lire. D'une part, Yevgeny Zamyatin et son court roman « Nous », auquel Orwell a à peu près tout piqué pour écrire 1984. Très bon roman, très intéressant roman, mais lisez Zamyatin. Pourquoi ? Parce que ce roman qui est écrit avant 1922, on voit que Zamyatin, qui avait été proche des bolcheviks, a tout compris de ce qui allait arriver. Toute l'instrumentalisation, toute la violence, il la voyait. Et puis un deuxième, Bulgakov, qui, par exemple, dans sa nouvelle Cœur de chien, imagine, on va prendre un chien, on va essayer d'en faire un être humain. C'est-à-dire, il reproduit, en fait, il fait incarner par son chien les transformations sociales que tente le pouvoir soviétique. Si vous prenez un chien, vous essayez d'en faire un être humain, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, vous l'avez dans la nouvelle Cœur de chien. Et, spoiler, à la fin, le chien est retransformé en chien, tellement ça a été une catastrophe. Bulgakov écrit aussi Le Maître et Marguerite. Le Maître et Marguerite, le diable arrive dans Moscou des années 30. On dit souvent que l'idiot de Dostoïevski, à mon avis c'est plus complexe, mais l'idiot de Dostoïevski, c'est imaginer que Jésus-Christ arrive dans nos sociétés, notre société russe du 19e. Comment le prendrait-on ? Comme un crétin là, qui vraiment n'a aucun sens pratique. Et là, on a le diable. Et le diable est merveilleusement séduisant. Il ne peut être que séduisant. Lisez-le, c'est absolument formidable, c'est un des plus beaux romans du siècle. Et là, je fais juste une petite parenthèse. Bulgakov, qui est un auteur absolument fantastique, qui écrivait en russe, est né à Kiev. Il a toujours d'ailleurs sa maison à Kiev, la maison de famille, en plein cœur de Kiev. Actuellement, il est accusé de ne pas avoir soutenu l'indépendance ukrainienne. Ce qui est vrai, si vous lisez son roman sur la guerre civile, la Garde blanche, ben non, il n'aime pas les indépendantistes ukrainiens. Et donc actuellement, il est l'objet de pas mal d'attaques en Ukraine, moins que Pouchkine, mais quand même, moins de Pouchkine parce que personne ne peut nier qu'il ait été très anti-soviétique, mais quand même beaucoup d'attaques. Et en fait, ça pose une question. C'est comment s'articule en Ukraine même la dérussification, c'est-à-dire nous sommes distincts des Russes et de la culture russe, et la désoviétisation, qui a quand même aussi imprégné la culture ukrainienne. Et vous avez des auteurs ukrainiens qui restent très bien vus actuellement en Ukraine, alors qu'ils ont servi le pouvoir soviétique autant qu'ils pouvaient. Je pense par exemple à Mykola Bajan, qui, Dieu sait, n'a pas eu une vie heureuse, mais qui a exercé des fonctions officielles en Union soviétique. Alors, vous comprenez, je passe très vite sur une question complexe, mais juste pour vous montrer qu'à travers ce rapport aux auteurs, on touche en fait à des questions très complexes, à la question de l'identité, à la question de nous, Ukrainiens, est-ce qu'on est, ok, on se veut distinct des Russes, mais qu'est-ce qu'on fait de l'héritage soviétique qu'on a été les premiers à dénoncer, puisque en Ukraine, contrairement à ce qui s'est passé en Russie, ils ont enlevé toutes les statues de Lénine. En Russie, vous en avez encore à peu près dans chaque ville. Donc, ça pose des questions. Tant qu'il y aura cette guerre épouvantable menée par la Russie, on ne pourra pas vraiment y réfléchir et répondre. Mais il faudra, j'irai travailler sur ces questions après. Alors, Bulgakov ne va pas pouvoir publier notamment son Cœur de chien. Zamyatin va demander à émigrer, il va partir pour Paris où il va vivre dans la misère. Bulgakov va aussi demander à partir et Staline va refuser, donc il restera en Russie où il mourra de maladie, mais il mourra dans des conditions difficiles en 1940. Et en fait, la littérature est de plus en plus contrôlée, d'un côté par la violence, les déportations, les exécutions, les exils forcés, les exils acceptés, mais c'est rare, et de l'autre par les privilèges. On construit des appartements, on construit des datchas, on vous donne beaucoup d'argent si vous vous pliez
à la règle. Et le tournant, et là vous allez bien m'écouter, parce qu'il y a un petit... Le tournant, c'est le premier congrès de l'Union des écrivains qui commence en août 1934. Monsieur Zhdanov, Andrei, secrétaire au comité central du parti bolchevique, mène les débats avec Gorky, le malheureux qui revenait d'exil et qui va être empoisonné 2 ans plus tard. Et il explique en fait, ce que la littérature doit être. Il explique sur quoi il faut écrire. Donc, il est hors de question d'écrire sur vos peines d'amour. Vous écrivez sur des colcosiens, des colcosiennes, des ouvriers, des ouvrières. Et il parle vraiment comme ça. Des constructeurs actifs de la vie nouvelle, des travailleurs du parti, des ingénieurs, des komsomols et des pionniers. Ça, ce sont vos héros. Ce n'est pas à peine d'aller chercher des romans historiques. Il n'y a plus la place pour les hommes en trop qui se demandaient que faire dans la vie. Il n'y a même plus la place pour des hommes de rien. Il y a des constructeurs du communisme, point barre. En même temps, et là aussi c'est une rupture avec le 19e, le peuple est censé être au cœur de la littérature. Le parti se voulant l'incarnation du peuple. Mais le parti qui se veut, je dirais, l'incarnation du peuple, le parti des travailleurs et des paysans, de facto leur confisque à son tour la parole, je dirais de manière encore plus rigoureuse que l'intelligentsia et la noblesse avant. Maintenant, oui, ça c'est un des succès bolcheviques, oui, le peuple sait dans l'ensemble lire et écrire. Ça, il y a eu alphabétisation très bien menée, mais au bout du compte, il n'a pas la parole puisque le parti le représente. Et la littérature doit donc décrire ce peuple tel que le parti en parle. Alors pourquoi je vous disais de faire attention à M. Zhdanov? Zhdanov, quand il est mort, son nom était donné à une ville. Comme vous savez, il y avait Brejnev, il y avait Stalingrad, il y avait Leningrad. Il y a une ville qui s'appelait Zhdanov. Et j'ai réalisé simplement à la fin de mon travail que la ville qui s'appelait Zhdanov, c'était Mariupol. Et vous allez voir que tout le monde s'en souvient, je ne suis pas la seule. Mariupol, c'est son nom sous l'Empire. Entre 1949 et 1989, cette ville s'est appelée Zhdanov. Celui qui a écrasé la littérature soviétique, russe, ukrainienne, géorgienne, tout ce qu'on veut. Donc il vous définit absolument tout. Il vous dit Staline a appelé les écrivains les ingénieurs des âmes humaines. C'était ça un écrivain. C'était le terme officiel. Ingénieur des âmes humaines. Vous devez reprogrammer les Russes, les Ukrainiens, les Géorgiens pour en faire des Soviétiques. Et il le dit clairement, l'écrivain doit chercher à, je cite, remodeler, éduquer idéologiquement les travailleurs dans l'esprit du socialisme. Et vous vous rendez compte, d'une part, que ça n'a plus rien à voir avec la littérature du 19e, puis vous vous rendez compte aussi d'une chose, c'est chercher un peu qui vous connaissez de cette littérature officielle soviétique, et vous ne trouverez pas grand monde. Qui est-ce qui se connaît, qui se souvient de la poésie d'Alexeï Surkov, par exemple? Personne. Vous vous rappelez peut-être du Don paisible de Sholokhov, mais en fait, on pense que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Même quelqu'un comme Fadiev, Alexandre Fadiev, qui n'était pas le pire des pires, moi je me rends compte qu'il n'y a plus aucun Russe qui le connaît, à part au-delà de 50. Alors ça va être toute la période stalinienne. Et puis le dégel, Staline meurt enfin, je dirais, libéralisation politique. Il va y avoir des tentatives pour faire échapper la littérature à ce rôle idéologique. Et on va le trouver un petit peu, on va trouver un peu ces tentatives de libération dans la littérature officielle. Nous, on ne comprend pas toujours, hein, parce que nous, ça ne nous paraît pas très libre, mais les soviétiques de l'époque voyaient tout à fait toute tentative pour s'échapper de la norme imposée. Et puis, ça va se trouver surtout dans le samizdat. Le samizdat qui circulait sous le manteau. Vous avez une conférence par ma collègue Hélène Camarade de l'Université de Bordeaux sur un livre consacré au samizdat. Vous avez, à partir de la fin des années 50, des textes qui sont recopiés, qui sont réécrits, qui sont retapés à la machine, qui sont photographiés, qui circulent. Les textes de Bulgakov vont circuler comme ça.
Les textes d'Armatova vont circuler comme ça. Donc vous avez... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un besoin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont d'accord pour passer toute une nuit à retaper des livres. Et c'est impressionnant quand on les voit. Parce qu'ils ont envie de lire autre chose que la littérature officielle. Et ça va rendre possible le Tamizdat. Le Tamizdat, c'est quoi? Ce sont des livres qui sont publiés là-bas, en Occident, parce qu'ils ne peuvent pas l'être en Union soviétique. Regardez par exemple l'archipel du Goulag, dont on a fêté récemment le 50e anniversaire. L'archipel du Goulag, qui parle des camps soviétiques, est paru en France, en russe, dans des petits livres écrits petits, pour les Russes d'Europe, mais aussi pour qu'on puisse les renvoyer en Russie, où ils étaient photographiés et où ils circulaient. Et donc, on voit à ce moment-là se diversifier complètement la littérature. Et on se rend compte que, ah bah oui, au XXe siècle, il y a une littérature émigrée, il y a une littérature officielle, contrôlée et récompensée par le pouvoir, et puis il y a une littérature, je ne veux pas dire qu'elle soit clandestine, mais qui vit sa vie autonome, qui se développe à partir de la mort de Staline. Et on va voir renaître, dans la continuité du 19e, mais en rupture avec cette continuité, la littérature des camps. Une littérature sur des camps bien plus terribles que ceux du 19e. Alors, vous savez, je regarde l'heure pour ne pas trop dépasser, mais c'est bon. Les camps étaient présentés par le pouvoir soviétique, comme, surtout dans les premières décennies, comme quelque chose d'absolument positif. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des camps voyez, de concentration, des camps d'extermination, non, non, non. C'était des camps de rééducation. Donc on envoyait là, je dirais, tous ceux qui n'étaient pas des soviétiques, c'était explicitement dit, et en les faisant travailler, par exemple, à creuser le canal mer Blanche, mer Baltique, où la durée de vie était de 3 semaines, on disait, bon, c'est de 3 semaines, mais ils vont devenir des vrais soviétiques récupérés par le travail. Et pour renforcer ça, on envoyait des brigades d'écrivains qui étaient censés écrire sur ces camps des choses très positives en disant, regardez comme c'est merveilleux. Il n'y a plus d'oppression de l'être humain, il y a au contraire, on forge de nouveau l'être humain, on le rééduque par le travail. Je vous rappelle ainsi cette immense brigade qui avait été amenée par Gorky justement sur ce canal mer Blanche, mer Baltique. Donc il y avait Gorky d'un côté, il y avait les tchéquistes, donc les gens de la Tchéka, les ancêtres du KGB de l'autre. Vous avez des récits absolument démentiels sur ces gens qui buvaient du matin au soir, qui mangeaient du saucisson, de la viande, etc. Ce qu'on leur demandait, c'était un texte prouvant que les gens dans ces camps allaient devenir de vrais bons soviétiques. Ce livre était censé paraître en 1934. Le tchéquiste numéro 1 qui dirigeait l'opération a été arrêté juste avant, donc le livre n'est pas paru. Dieu merci, il est paru dans les années 80 ou au début des années 90, et je peux vous dire que c'est assez effroyable de le lire. Mais il n'empêche que c'est à ce moment-là, donc sous le dégel, que Solzhenitsyn va pouvoir publier son premier livre sur les camps, Une journée d'Ivan Denisovitch, c'est-à-dire premier livre sur la violence étatique menée par le pouvoir soviétique contre la société. Par la suite, il publiera donc cet archipel dont je vous parlais, mais en Occident. Et voyez Solzhenitsyn que des fois on voit en Occident comme un épouvantable réactionnaire, impérialiste, etc. Non, en Russie, il a été vu, en tout cas par des millions de personnes, comme celui qui, enfin, de nouveau, comme au 19e, disait la vérité sur les souffrances de la société. D'autres que lui ont écrit ou écriront après lui, loin des voix officielles, sur les crimes commis. Je pense à Pasternak, dans immense poète qui évoque, je dirais, cette transformation de la société suite à la Révolution. Je pense à Vassili Grossman. Lisez son Vie et Destin, pour moi, c'est le livre clé du XXe siècle. Le livre dans lequel il compare le nazisme et le communisme. Si on fait ça actuellement en Russie, c'est
on peut être jugé pour ça et c'est une peine de détention. Je pense à Akhmatova et à son requiem sur les purges. Je pense à Chalamov. Mais dans la majorité, ces œuvres qui circulaient dans le samizdat, donc recopiées la nuit, n'ont pas pu être publiées en Union soviétique avant la perestroïka. Elles l'ont été à partir des années 1987-1988, alors que nous, en Occident, nous les lisions depuis bien longtemps, nous les connaissions. Donc là aussi, déséquilibre qui s'est fait et qui n'a pas été vraiment rattrapé. Et vous vous rendez compte que quand je vous parle de ces textes, quand je vous parle des gens qui les recopiaient, qui les lisaient, qui les faisaient circuler, c'est bien de résistance qu'il est ici question. De résistance à un pouvoir totalitaire, vous l'appelez totalitaire ou autoritaire comme vous voulez, de combat pour défendre, pour faire renaître des identités, pour défendre des individus, maintenir et transmettre des mémoires, formuler des réflexions interdites par le pouvoir, s'opposer à la violence étatique, et ces combats ont été parfois payés au prix très fort. Donc, parmi ces auteurs, je voudrais m'attarder sur un, parce que c'est celui qui, à mon sens, donne les clés de certaines choses qui se sont passées et qui se passent toujours dans l'entourage de M. Poutine. C'est Varlam Chalamov. Varlam Chalamov, c'était le fils d'un prêtre russe qui a passé une vingtaine d'années dans les camps du Goulag pour, soi-disant, être rééduqué. Et il a écrit ses récits de la Kolyma, donc des petites histoires merveilleusement bien écrites, je ne peux pas dire ça, mais je veux dire une maîtrise de l'écrit qui est parfaite. Et des histoires qui n'ont pu être publiées en Union soviétique, bien sûr, que sous la perestroïka. Ce qu'il y montre, et c'est pour ça qu'il faut les relire aujourd'hui, c'est le monde qui a produit Poutine et Prigojine. Vous vous souvenez de Prigojine ? Ce type qui avait monté son armée en allant dans les prisons chercher des criminels, qui avait assassiné 5 gosses, tué 3 grands-mères et violé 4 femmes, et on leur proposait, je dirais, la grâce s'ils rejoignaient les troupes russes et montaient au front en Ukraine, et qui a trouvé la mort, paix à son âme, dans un accident d'avion tout à fait accidentel. Qu'est-ce que vous voyez chez Chalamov ? Vous voyez les chefs des camps qui, dans les années 30, s'allient, le verbe allier, créer une alliance avec la pègre la plus terrible, ce qu'on appelle les truands, les chiennes, souki. Pourquoi ils le font ? Ils le font pour détruire les prisonniers, à commencer par l'intelligentsia. Je cite ce que j'écris dans le livre. Cette pègre, ce sont des criminels organisés en mafia, qui ont leurs règles, leurs codes, leur solidarité interne et leur morale. En particulier, ils refusent de travailler pour l'État et n'ont aucun respect pour la vie des autres. Ils peuvent, par exemple, tuer un détenu parce que l'envie leur en est venue, ou parce qu'ils ont joué sa vie aux cartes, sans même qu'il ait su être l'enjeu de la partie. Leur force, nous dit Chalamov, je le cite, c'est leur nombre, leur collectif. Le fait que dès que vous ouvrez la bouche, ils peuvent vous égorger. Et les chefs des camps vont s'appuyer sur cette pègre, vous savez, les vorivzakonie, les voleurs dans la loi, vous en avez entendu parler, je dirais, ils sont en France, certains dans nos prisons. Les chefs des camps vont s'appuyer sur cette pègre pour faire régner l'ordre. Et Chalamov nous dit, les chefs sont encore des hommes. Mais chef Poutine, vous savez, ceux qui travaillaient dans la même institution, la KGB, NKVD, les chefs sont encore des hommes, qu'ils le veuillent ou non. Quelque chose d'humain arrive encore à transparaître en eux. En revanche, ajoute-t-il, les truands ne sont pas des hommes. Or, je le cite toujours, l'influence de leur morale sur la vie du camp est totale et sans limite, tout comme leur force de dépravation. En effet, un jeune paysan envoyé au goulag
comprend très vite que ces Urki, ces criminels, sont les seuls à vivre à peu près convenablement dans cet enfer, qu'ils sont les seuls dont on tienne compte et que la direction toute-puissante les craint. Alors, poursuit Chalamov, ce paysan commence à se comporter, à agir comme les truands. Il se met aussi à parler comme eux. Et, dit Chalamov, ces mots sont du poison qui se glisse dans l'âme humaine. C'est précisément par la maîtrise du parler des truands que commence le rapprochement entre le cave et le monde de la pègre. Est-ce que vous vous rappelez qui a dit « on ira les buter jusque dans les chiottes » ? C'est un langage qui ne s'emploie pas en Russie. Les codes sont encore plus stricts, notamment pour un homme politique. Je n'ai pas de passion particulière pour ceux qui ont précédé M. Poutine. Aucun n'a eu ce vocabulaire. Quand il a lancé, en tout début, 99, on ira les buter jusque dans les chiottes, c'était le langage de la pègre des camps qui reprenait. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase qui m'a fait tomber de ma chaise quand je regardais cette conférence de presse ? Cela te plaît, cela ne te plaît pas, supporte ma beauté. Nravitsa, не nravitsa, terpi moya krasavitsa. C'était M. Poutine, après un entretien avec M. Macron, qui annonçait de facto le sort qu'il réservait à l'Ukraine. Quelqu'un est allé voir ce que c'était que cette petite chanson qui, je veux dire, c'est une chanson nécrophile. C'est-à-dire, cela te plaît, ça ne te plaît pas, supporte ma beauté, tu es morte, mais je vais quand même te faire subir quelques outrages. C'est-à-dire que M. Poutine emploie sciemment, consciemment, M. Poutine et les gens autour de lui, mais surtout M. Poutine, le parler des truands. Et ce parler ne relève pas que d'un passé dépassé. Et en fait, il me semble impossible de comprendre la Russie d'aujourd'hui. Poutine, Prigojine et ses criminels qu'il est allé chercher dans les camps, si on ne lit pas Chalamov, si l'on ne prend pas acte du fait que dans ces camps, la vie, la culture, l'éthique étaient liquidées et qu'il s'en prenait en premier lieu aux gens de culture, aux écrivains, aux gens qui avaient, il y a une très belle nouvelle comme ça chez Chalamov, la culture part en premier, pas en premier, mais les gens qui avaient lu, on les traitait encore pire que les autres. Et Chalamov pose explicitement la question des conséquences de ces camps et de la prédominance de la pègre. Pour lui, nous dit-il, des centaines de milliers de gens ont été remis en liberté après avoir été corrompus par l'idéologie criminelle des truands, en ayant ce quelque chose de criminel ancré pour toujours dans leur âme. C'est ça qu'on constate à Mariupol et ailleurs. Alors, si vous voulez, il y a quelque part un échec terrible, c'est-à-dire que quand Chalamov a été publié en 87, quand au moment de la perestroïka, on a pu publier la littérature interdite jusque-là, redécouvrir et analyser des pages d'histoire avec justement ces purges au cours desquelles des millions de soviétiques ont été assassinés par d'autres soviétiques, on s'est dit tout va changer. Et effectivement, il y a eu grosso modo 2-3 décennies de liberté, à partir de la fin des années 80, dans la littérature, dans l'historiographie russe. Tout cela a été supprimé sous Poutine. Et une question terrible se pose, et je vous assure que moi, je n'ai pas de réponse pour l'instant. C'est-à-dire que je pensais, les gens de Mémorial dont on parlait pensaient, des tas de Russes pensaient, des Russes éduqués, des Russes cultivés, que si Solzhenitsyn, Chalamov, Grossman, Akhmatova, Zamyatin et d'autres étaient publiés et lus, la société russe pourrait guérir du traumatisme subi, guérir des violences infligées et se rétablir peu à peu. Comment alors comprendre
que la réhabilitation de Staline est grosso modo réhabilité dans le pays, n'ait pas rencontré davantage de résistance. Il y en a eu, oui, il y en a eu. Il y a la peur qui bloque tout, c'est sûr, mais quand même. Comment comprendre que la guerre contre l'Ukraine n'ait pas rencontré davantage de résistance, même si, oui, la violence étatique est terrible. Mais je dirais, en 2014, on pouvait encore. La culture ne protège pas de tout. La culture ne suffit pas, mais la culture permet de comprendre. Bref, vous l'avez compris, j'en arrive à ma conclusion. Faut-il accuser la littérature russe des crimes commis par des Russes en Ukraine? Non. Et pas seulement parce que ces crimes sont commis et ordonnés par des individus précis qu'il faudra juger, mais la littérature, c'est complètement autre chose et elle véhicule complètement autre chose. Je pense à Tolstoï, opposant acharné de la peine de mort, qui a pendant des années critiqué la guerre. Pour lui, c'est le monument Tolstoï, c'est le plus grand écrivain, je dirais, des 2 siècles, hein, ou un des 5 plus grands. Un être humain ne pouvait pas, ne devait pas tuer un autre être humain, que ce soit par la peine de mort, que ce soit lors d'une guerre. Oui, Tolstoï a des élans d'une sorte de nationalisme ou de patriotisme dans ses récits de Sébastopol quand il est encore tout jeune. Mais il y parle aussi des tués, des blessés, des décapités, des amputés, des manches flottantes des uniformes. Il n'esthétise pas du tout cette guerre. Il parle des jeunes dont on retrouve les cadavres, il parle de l'odeur de ces cadavres. Que l'on ne prétende pas, comme le font ces bâches autour du théâtre, que Tolstoï aurait justifié le bombardement de Mariupol. C'est faux. Presque 170 ans plus tôt, il s'indignait en Crimée, où avait lieu une autre guerre de Crimée, que des hommes en tuent d'autres. Et il disait, je le cite, « Consolons-nous du moins par la pensée que ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre, que nous nous bornons à défendre notre pays, notre sol natal. » En 2014 puis en 2022, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, mais pas la Russie de Tolstoï, pas la Russie de celui qui, dans sa confession, écrit, je cite, « Et les Russes, au nom de l'amour chrétien, se mirent à tuer leurs frères. » Il était impossible de ne pas penser à cela, il était impossible de ne pas voir que le meurtre, c'est le mal, contraire aux bases premières de toute foi. La Russie de Tolstoï n'est pas la Russie de M. Poutine. La Russie de M. Poutine, c'est le KGB, c'est la Tchéka, c'est ceux qui se sont alliés aux truands dans les camps et qui recommencent avec Prigojine, qui ont recommencé avec Prigojine. Alors oui, c'est vrai, il y a dans la littérature russe des écrits problématiques, des éléments d'impérialisme, c'est vrai, comme ailleurs. Il y a, je pense, un vrai problème Dostoïevski, que je mets un peu à part. Vous remarquerez, je ne le cite pas beaucoup, parce que Dostoïevski est à part et... vous savez, Dostoïevski détestait tout le monde. Hein. Il détestait les Juifs, il détestait les Français, il détestait les Allemands, il se détestait un peu lui-même. Et il avait une forte conscience du péché, de la rédemption, il n'avait pas une forte conscience de la liberté, à mon sens. Donc, Dostoïevski, je le mets un petit peu de côté. Mais pour les autres, non, il n'approuverait pas ce que faisait M. Poutine. En revanche, la littérature russe, notamment classique, a été constamment instrumentalisée par le pouvoir pour cacher les meurtres. Et c'est exactement ce qui est fait au théâtre de Mariupol. On a utilisé cette littérature comme on utilise Shevchenko, qui encore une fois a été opposé au pouvoir russe toute sa vie, pour essayer de cacher la propagande, les mensonges, de vous faire un joli petit paquet. C'est ce que vous trouvez encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle par exemple les maisons russes de Rossotrudnichestvo, c'est-à-dire les centres culturels russes qui, sans vergogne, font des expositions sur des gens qui ont été, des écrivains qui ont été assassinés par le pouvoir soviétique dont ils se revendiquent de plus en plus. Actuellement, certains des meilleurs écrivains russes sont déclarés agents de l'étranger, extrémistes, voire terroristes. Ils ne peuvent plus vivre dans leur pays. Je vous donne un exemple. Boris Akounine,
que vous connaissez peut-être, qui est un auteur notamment de romans policiers historiques. Lisez-le, c'est très bien, c'est très facile à lire, ça se trouve en livre de poche. Il vit à l'étranger parce qu'il ne peut plus retourner en Russie où il y a je ne sais combien de mandats d'arrêt contre lui. C'est un homme tout à fait pacifique, charmant, qui vit une partie de l'année en Bretagne. Et je voudrais terminer, avant d'en revenir à Majdanov, sur une citation de lui, le 4 février 2025, donc tout récemment. Il a écrit sur Facebook « Parmi les Russes actuels, il y a ceux qui sont du côté de l'État poutiniste et ceux qui sont du côté de la Russie comme pays. Les positions des uns et des autres ne sont pas seulement différentes, elles sont à l'opposé. Ce qui est bon pour l'État poutiniste, cette guerre monstrueuse, signifie la mort pour la Russie. Et ce qui est utile au pays, c'est mortellement dangereux pour Poutine et son équipe. C'est-à-dire qu'il y a, envers et malgré tout, deux Russies au moins, contrairement à ce que Thomas Mann disait de l'Allemagne nazie. Alors bien sûr, l'idéal serait que ces deux Russies ne fassent un jour plus qu'une, mais pour ça, il faudra attendre la guerre, il faudra attendre la fin de la guerre, il faudra attendre la victoire ukrainienne, et il faudra, je dirais, une dépoutinisation comme il y a eu dénazification en Allemagne. Mais ce qui est certain, c'est que la littérature russe, dans ce qu'elle a de meilleur, est du côté de la Russie, pas du côté de M. Poutine. Elle est contre l'État poutinien, contre ses guerres, contre ses assassinats. Et, ah oui, M. Jdanov, qui a écrasé la littérature russe, géorgienne, ukrainienne. M. Jdanov, qui est responsable, par exemple, des attaques lancées contre l'immense poétesse Anna Akhmatova ou le prosateur Zoshenko. On vient de lui ouvrir un musée à Mariupol. C'est-à-dire que même en français, on vous parle de jdanovisme pour vous parler d'art officiel soviétique. On vient de lui ouvrir un musée. Gardez vos yeux ouverts. Je pense que la ville ne va plus tarder à être rebaptisée du nom d'un des bouchers, littéralement, de Staline. Alors encore juste une petite chose. Juste après le début de l'attaque russe contre l'Ukraine, un texte en vers libre a beaucoup circulé sur l'Internet russophone, comme en réponse aux mises en cause que je vous citais au début, et sans que le nom de son auteur soit précisé. Ce n'est pas une grande poésie, c'est vraiment un texte, mais c'est un texte qui est intéressant par son contenu. Je vous lis la traduction. Pouchkine a été envoyé en relégation. Lermontov a été envoyé en relégation. Dostoïevski a été condamné à mort, puis gracié et déporté. Tolstoï a été excommunié. Radishev a été condamné à mort, puis gracié et envoyé en relégation. Herzen a été envoyé en relégation, poussé hors du pays. Ogaryov, ami de Herzen, a été relégué, poussé hors du pays. Tchadaev a été persécuté et déclaré fou. Gumilev, Lev Nikolaevitch, a été fusillé. Mandelstam a été envoyé en relégation et tué, immense poète. Tsvetaeva a été reléguée et poussée au suicide, immense poétesse. Harms a été affamé jusqu'à la mort dans un asile psychiatrique. Pasternak a été persécuté et n'était pas publié. Babel, Isaac, la cavalerie rouge, a été torturé, fusillé. Bulgakov a été persécuté et n'était pas publié. Mayakovsky a été jugé 3 fois et emprisonné. Akhmatova a été persécutée, son fils a été emprisonné et son mari tué. Ses 2 maris tués. Brodsky a été envoyé en relégation et poussé hors du pays, prix Nobel 1987. Shalamov a été emprisonné. Aksionov a été chassé du pays. Tout ça, ce sont les plus grands noms de la littérature du 19e et du 20e russe. Voinovitch a été empoisonné au sens propre, chassé du pays. Korjavin, poète Naoum,
a été envoyé en relégation, poussé hors du pays. Solzhenitsyn a été persécuté, déporté et poussé hors du pays. Dovlatov a été persécuté et poussé hors du pays. Bouikov, écrivain contemporain, a été empoisonné, au sens propre. Genderovitch, journaliste, auteur, a été poussé hors du pays. Akunin, dont je viens de vous parler, Glouchovski, Ulitskaya, merveilleuse écrivaine, Shishkin ont dû émigrer. Chère communauté mondiale, il ne faut pas canceller la culture russe. Nous le faisons très bien nous-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup Cécile Vessier. Alors, comme vous le voyez, comme les salles le voient, elles peuvent poser leurs questions par SMS. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à Pessac, de poser une question à Cécile Vessier. De même, ici dans la salle, si jamais vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous donnerai le micro. Peut-être, monsieur, on va commencer par vous. Oui, bonsoir et merci pour cette magnifique conférence. L'orthodoxie, pourquoi elle est du côté de Poutine? Ça va dépendre de ce qu'on appelle... Donc l'orthodoxie, pourquoi elle est du côté de Poutine? Alors je dirais ça dépend de ce qu'on... Vous avez des tas de chrétiens orthodoxes qui ne sont pas du côté de Poutine. Vous avez effectivement le patriarcat de Moscou, dirigé par Kirill, qui est du côté de Poutine. Et là, je vais vous renvoyer une question. Pourquoi l'Église orthodoxe était-elle du côté du pouvoir soviétique à partir de Staline et le moment où, en 1943, il a fait littéralement sortir des hiérarques orthodoxes des camps pour leur dire « je suis prêt à réouvrir des églises » et à vous donner une existence légale, alors que dans les années 20 et dans les années 30, toute la religion était persécutée. Cette église orthodoxe a été, dans toute l'Union soviétique, et il n'y avait pas d'ailleurs que l'église orthodoxe, infiltrée par des gens du KGB. Et ça, c'est démontré, c'est connu, c'est... vous ne pouviez pas accéder à certaines fonctions sans collaborer avec le KGB. Des gens comme Kirill, des gens comme Alexei, qui l'avaient précédé, sont des gens qui ont été sélectionnés par le KGB. Le problème, c'est que c'est revenu, ça s'est maintenu. Et toujours, vous savez, il y a d'un côté les menaces et puis de l'autre côté les tentations matériel. C'est-à-dire que si vous êtes du côté du pouvoir, vous vivez très bien. Quand en Russie, en 2011-2012, il y a eu vraiment des contestations très fortes, des manifestations, des oppositions, et il y a des reportages sont sortis sur la richesse du patriarche Kirill. Le patriarche Kirill, il habite un immeuble absolument luxueux qui est pas très très loin, qui est de l'autre côté de la Moskova, qui est pas très très loin de son église reconstruite du Christ Sauveur. Il a des montres où 5 fois mon salaire annuel, si vous voulez, ça finance pas une de ces montres. Il vit luxueusement comme d'autres prêtres vivent luxueusement. Et ils ont aussi, sans doute, cette tradition soviétique, voire cette tradition russe, parce que c'est quand même Pierre le Grand qui avait pris le contrôle de l'Église orthodoxe. Donc il n'y a pas je dirais une tradition. Il y a des grands philosophes orthodoxes, il y a des grands penseurs orthodoxes. Il n'y a pas une tradition de la liberté de l'orthodoxie, comme il peut y avoir, par exemple, chez les protestants. Oui, c'est notamment dans les sectes, ce qu'on appelle les sectes en Russie, c'est-à-dire justement les protestants, les baptistes, etc. Et c'est absolument revenu, et cette église est infiltrée par des agents. Pourquoi, vous comprenez, pourquoi par exemple en Ukraine,
où vous aviez, je veux dire, moi je n'y retrouvais plus mes petits, c'est-à-dire qu'il y avait une église orthodoxe ukrainienne, encore non autocéphale, qui est devenue autocéphale, plus il y avait le patriarcat de Moscou. Le plus encore une autre, je ne sais même plus laquelle. Pourquoi ils ont dit nous fermons les églises du patriarcat de Moscou? Mais parce que honnêtement, c'était des nids d'espions. Et tout le monde le savait. Donc, c'est une église. Pourquoi l'église du patriarcat de Moscou a tout fait, dans certains cas a réussi, pour récupérer des églises russes qui avaient été reprises, entretenues, créées, notamment en France, pas qu'en France, en Allemagne, en Belgique, par les migrations. Les migrations d'après la Révolution, donc qui reprend ces églises et qui les reprend, alors sans rentrer dans les détails religieux, en fonction des changements de 1918, c'est-à-dire il y avait eu toute une réflexion philosophique qui avait été menée dans les années précédentes et qui débouchait sur une orthodoxie beaucoup plus ouverte au monde, beaucoup plus généreuse, qui était caractéristique de l'orthodoxie, qu'il est toujours, ceci dit, hein, pour une partie, de l'orthodoxie des Russes de l'émigration. Pourquoi il y a eu des luttes absolument au couteau, par exemple à Nice, pour reprendre la cathédrale de Nice, pour essayer de reprendre le contrôle de la deuxième église, dont je ne me souviens plus du nom, mais qui existe à Nice aussi, parce que les prêtres, surtout à un certain niveau du patriarcat de Moscou, sont des agents idéologiques au service du pouvoir. C'est une arme du pouvoir russe actuel. Ce qui ne veut pas dire que tous les orthodoxes russes suivent cette tendance et soient d'accord avec le patriarche, loin de là. J'ai plus de micro. Ah si, c'est bon. Merci beaucoup. Une autre question dans la salle? Oui, monsieur. Bonsoir. Merci aussi pour votre conférence. En supposant que Poutine sache lire, qu'est-ce qu'il lit? Bon, il sait lire. Hein. C'est une bonne éducation soviétique, je peux vous assurer qu'il sait lire. Mais par contre, je ne peux pas vous assurer qu'il lise. Votre question, elle évoque, c'est une vraie bonne question. Elle évoque deux choses pour moi. Premièrement, vous savez, Staline, qui a le sang de millions de personnes sur les mains, lisait énormément, annotait ses livres, et il avait une excellente conscience de ce qu'était la littérature, de ce qui était bon et de ce qui était mauvais. C'est-à-dire, c'est pas parce que on a une conscience de la littérature, malheureusement, qu'on n'est pas un criminel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour Poutine, je ne veux pas entrer en polémique avec quelqu'un qui est, par ailleurs, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a écrit ce livre « Qu'y a-t-il dans la tête de Poutine ?» Mais je lui ai dit, j'étais absolument pas d'accord avec ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il dit Poutine est influencé, par exemple, par Ivan Ilyin et Berdyaev. Ivan Ilyin est un philosophe de l'émigration qui est effectivement constamment cité par Poutine. Et donc, si vous voulez, moi, je suis allée voir en me disant, ben, justement, lui, il est constamment cité, je vais lire ce qu'il a écrit. C'est pas un très bon philosophe, et c'est surtout un philosophe parti de l'immigration, très tenté par le nazisme, c'est-à-dire tenté par le nazisme, le fascisme, mais au nom de l'amour pour la Russie. Maintenant, Poutine cite Berdyaev. Alors, Berdyaev, c'est un merveilleux philosophe. C'est un type un philosophe qui a commencé comme marxiste, qui est devenu un grand chrétien, notamment dans l'émigration, mais une vraie philosophie orthodoxe, riche, intéressante, etc. Poutine vous cite ça. Ça, c'est ce qu'on lui a mis, alors avant la guerre, hein, parce que maintenant, il ne cite plus rien du tout, mais c'est ce qu'on lui a mis en bouche. Poutine, je pense, est le produit absolu d'une éducation soviétique, c'est-à-dire quelqu'un qui
Moi, je pense que ce qui l'a marqué, c'est des séries télévisées, et notamment, alors il y en avait des pas mauvaises chez les soviétiques, notamment une série télévisée qui s'appelle 17 moments de printemps, dont tous les soviétiques connaissent le héros qui s'appelle Stirlitz. Et je vais vous donner une preuve supplémentaire. Et Stirlitz, c'est qui? C'est un agent secret soviétique qui est infiltré dans le haut commandement nazi et qui va réussir à avoir des tas d'informations et à défendre comme ça l'Union soviétique. Et tous les soviétiques de la génération de Poutine, donc qui avaient 20 ans dans les années 70, connaissent cette série, admirent Stirlitz. Alors moi, qui me pose un problème, Stirlitz, parce que, si vous voulez, c'est un bel homme avec un regard comme ça, très droit, très... mais au bout du compte, il vous rend sympathique les nazis, les gens en uniforme nazi. C'est-à-dire qu'il y a un problème de rapport à l'objet. Quand les gens autour de Yeltsin, ça c'est prouvé, on a des témoignages maintenant, quand les gens autour de Yeltsin ont commencé à lui chercher un successeur, et il y a eu, le terme employé par Yeltsin, un casting. Alors les gens autour de Yeltsin pensaient garder le pouvoir, et puis en fait ils ont été débordés. Il y a eu un casting, il y avait des sondages, ils avaient à l'époque la manie des sondages en disant que veulent les Russes, est-ce qu'ils veulent un intellectuel, est-ce qu'ils veulent un démocrate, etc. Celui qui est sorti dans les sondages, nous voulons un Stirlitz, parce que c'est une certaine image de soi-disant honnêteté, il s'infiltre, mais il ne trahit pas. Et vous avez cette scène d'un sentimentalisme absolu où Stirlitz, qui a été séparé de sa femme, demande à la revoir, et le centre fait entrer sa femme dans un bar et il la regarde, et vous avez une musique sirupeuse, et vous avez les yeux de cet homme qui s'imbibe de larmes, donc cette espèce de sentimentalisme, mais il ne peut pas s'approcher de sa femme. C'est ça la culture de Poutine. C'est une culture qui a marqué toute une génération, qui est basée sur l'infiltration, sur la fascination pour le nazisme, qu'il a l'air de tellement critiquer, sur des séries télévisées. Je n'ai jamais entendu Poutine citer un auteur russe, autre que Ilyin, philosophe de l'émigration, fasciné par le nazisme, lui aussi, et Berdyaev, utilisé à contre-courant. Jamais il n'a cité. Vous savez ce qu'il avait fait? Ça, c'est un truc qu'il faudrait reprendre. Ce qu'il avait fait, Poutine, à une époque, il avait fait venir sur une scène les descendants des grands écrivains. Alors, il y avait le petit-fils de Dostoïevski, qui s'appelait Andreï, je crois, Dostoïevski. Il y avait le petit-fils de Tolstoï, il y avait le petit-fils de je ne sais plus quoi. Et vous regardiez ça et vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est-à-dire, ces gens n'ont rien fait si ce n'est être les petits-fils de gloire de la littérature. Et à la même époque, vous aviez, par contre, un grand écrivain russe contemporain qui s'appelle Sarokin, qui a écrit un livre où pour lequel il a été très attaqué, mais où il parlait de cette idée des sosies, des doubles. On est dans le trouble de l'identité. C'est quoi une réunion de gens convoqués parce qu'ils ressemblent à leurs ancêtres et portent le nom, mais ils n'ont pas écrit les œuvres? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Le rapport de la littérature à Poutine, c'est ça. C'est purement instrumentaliste. Ça il n'a aucun amour pour la littérature, il n'a aucune connaissance de la littérature. Ça n'est pas sa culture. Contrairement à Staline. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé un peu l'horaire, mais merci beaucoup à tous et à toutes.